Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur notre webinaire aujourd'hui sur le financement de la R&D par le crédit impôt recherche. Donc moi je suis Anne-Sophie Lelièvre, responsable communication au sein de l'Usinerie Partners et notre mission c'est d'accompagner les entreprises industrielles dans leur transformation digitale et les porteurs de projets dans leur développement. Voilà, donc c'est dans ce contexte aujourd'hui que nous vous proposons une masterclass de l'entrepreneuriat, donc qui est organisée en partenariat avec la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté et aussi avec le soutien du Grand Chalon et de la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet de notre masterclass, je vais laisser la parole à Laurence Grosselin, qui est directrice au sein de l'Usinerie Partners et qui va vous présenter donc le projet de l'usinerie et notre offre de service à l'Usinerie Partners. Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'usinerie aujourd'hui, c'est un pôle d'accompagnement vers l'industrie du futur et il regroupe 4 cofondateurs qui sont le CNAM, l'ENSAM, l'UIMM et l'Usinerie Partners. On est tous les 4, en fait, on travaille ensemble sur plus de 4000 m² pour en fait réaliser on va dire ce pôle d'innovation et de digitalisation pour l'industrie. Donc, à la fois, vous avez des chercheurs, vous avez des experts. Il y a également des personnes comme l'Usinerie Partners et comme l'UMM pour accompagner des entreprises et accroître la compétitivité des entreprises et l'attractivité du territoire. Donc, il y a également une plateforme technologique qui sera mise à disposition et des étudiants et des industriels avec des salles d'immersion virtuelles. Il y a aussi des lignes de production didactique. On a également un Fab Lab et aussi un espace de prototypage virtuel. Donc, tout ça, ça sera mis également à disposition en train d'être, puisque le bâtiment est en train d'être fini d'être construit et les emménagements sont en cours. Donc, on est en train de mettre en place tout cela. Donc, ça, c'est pour la partie usinerie, qui est un lieu qui rassemble toutes ces personnes. Et pour le rôle de l'Usinerie Partners, comme l'a précisé Anne-Sophie tout à l'heure, on accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, c'est-à-dire qu'on va les accompagner dans leur projet. Et aussi, on accompagne les porteurs de projets, donc tout ce qui est start-up dans leur développement et au sein de l'écosystème pour favoriser leur mise en relation. Voilà, donc en fait, au-delà du réseau, à travers des conférences, des ateliers numériques, des visites d'usines, des masterclass, bien sûr, on contribue aussi à des projets collaboratifs innovants. On a également une offre qui couvre en fait des pré-diagnostics de la prestation pour définir des feuilles de route et copiloter les projets avec les chefs d'entreprise, les équipes dirigeantes. Et on fait également des formations en lien également avec notre partenaire privilégié qui est l'UMM pour avoir une complémentarité. On est plus sur la sensibilisation et puis après, derrière, l'acculturation. Et quand ça passe sur des formations continues initiales, l'UMM prend le relais. Voilà un petit peu pour vous définir notre activité au sein de l'Usinerie Partners. Voilà. Et vous n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et je vais redonner la parole à Anne-Sophie. Je vous souhaite une bonne masterclass. Merci Laurence. Donc j'en profite aussi pour vous inviter à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à nos newsletters donc pour avoir toute l'actualité sur notre offre et aussi sur les événements que nous proposons. Je remercie également donc, la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté qui sont partenaires de ce cycle de masterclass. Et à ce titre, je vais laisser la parole à M. Grégory Louchet, qui est directeur de développement entreprise et institutionnel à la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté et qui va vous dire quelques mots sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Merci beaucoup. Écoutez, c'est toujours un plaisir pour moi d'intervenir dans les cycles masterclass en tant que partenaire de l'usinerie. Alors, je ne vais pas vous faire la promotion pendant des heures de la Caisse d'épargne. Vous savez que la Caisse d'épargne, c'est une banque de proximité au travers ses agences, ses centres d'affaires avec des experts pour vous accompagner dans le financement et la réponse à vos besoins, mais c'est aussi le partenaire incontournable sur l'innovation sur la région. Donc, on a de nombreux partenariats, on accompagne dans l'écosystème innovant de la Bourgogne-Franche-Comté pas mal de startups, d'incubateurs, de pôles de compétitivité. Donc, c'est important pour nous de participer à vos masterclass. On accompagne les startups, les entreprises innovantes ou les entreprises qui innovent, parce qu'il y a aussi des entreprises qui sont installées depuis de nombreuses années, mais qui pivotent vers des nouveaux segments d'activité, au travers d'un dispositif qui s'appelle Néo Business, donc qui va de la bancarisation
à l'accompagnement en financement et l'accompagnement également à l'international. Alors, quand on parle d'innovation, forcément, on pense à la recherche et au développement, et c'est ce qui nous amène aujourd'hui dans cette masterclass à évoquer le crédit impôt recherche avec le cabinet KPMG. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire et également, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions ou autres. Vous aurez mes coordonnées, je pense, dans les documents qui vous seront transmis. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci Anne-Sophie. Merci à vous. Donc maintenant, je vais vous présenter nos intervenants. Donc, le webinaire va être animé aujourd'hui par Carole Rousselin et Alessio Paradisi, donc, qui sont tous les deux experts comptables au sein de KPMG. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir David Damiché, qui est fondateur et dirigeant de Cubic Home, et qui va partager son expérience du crédit impôt recherche et innovation. Voilà, donc un grand merci à vous d'avoir accepté d'intervenir et merci à tous pour votre participation. Donc, tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On les transmettra ensuite à la fin du webinaire, puisqu'il y aura 10-15 minutes qui seront consacrées justement aux réponses à vos questions. Voilà, donc je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Et donc, je vais laisser la parole à Carole Rousselin, qui va vous présenter le crédit impôt recherche. Bonjour à tous, merci pour votre participation. Donc, j'espère que tout le monde voit mon écran. C'est tout bon? C'est bon. Donc, j'avais préparé un petit support où on a donc eu le mot d'introduction de nos hôtes et nous vous remercions de nous accueillir aussi dans ces locaux virtuels pour cette masterclass. Et donc, très brève présentation. Donc, je suis Carole Rousselin, expert comptable au sein de KPMG depuis 25 ans et en particulier donc, responsable des sociétés innovantes au niveau de la grande région Bourgogne-Franche-Comté et aussi Auvergne-Rhône-Alpes, puisque chez KPMG, nous sommes regroupés en grande région. Et donc, j'ai le plaisir de co-animer cette masterclass avec Alessio Paradisi, qui est chez KPMG depuis un petit peu moins longtemps, mais qui… Bonjour à tous et à toutes. Et qui apporte la jeunesse et le dynamisme sur ces missions, sur les sociétés innovantes. Et ça nous fait grand plaisir de partager avec lui cette présentation. Et donc, j'ai mis la petite photo de David, mais peut-être que vous l'avez aperçu quand il a mis sa caméra tout à l'heure. Voilà. Bonjour, qui nous a fait le plaisir donc, de collaborer à cette présentation à titre de témoin de son expérience sur le financement de son activité par le crédit d'impôt recherche. Donc, un petit préambule, déjà, pour tous ceux qui sont des locaux, puisque l'usinerie a vocation à faire un développement territorial de notre région, j'ai souhaité mettre cette petite carte représentative donc, de ce que BPI développe au niveau de la French Tech, au niveau national, pour qu'on se rende compte que on est les derniers et que du coup, ça peut paraître comme quelque chose d'un peu négatif par rapport à notre région qui ne semble pas très dynamique sur le plan de l'innovation. Et pour autant, toute médaille a son revers. Et du coup, en fait, c'est plutôt là le revers qui a une belle médaille. C'est que nous sommes dans une région qui accueille très favorablement les projets innovants. Et on a une certaine bienveillance des institutions par rapport aux projets qui sont déposés, puisque comme ils sont peu nombreux, les institutions ont plutôt tendance à nous accueillir très favorablement. Et donc, je vous ai mis un petit lien aussi pour l'appel à candidature du gouvernement dans le cadre de France 2030, parce qu'il y a énormément de sujets qui sont couverts par ces sujets-là. Et l'État en France met en place de gros budgets qui se chiffrent en plusieurs milliards d'euros sur la recherche et aussi l'innovation. Donc, ce n'est pas forcément non plus la grosse recherche très, très techno, comme on verra tout à l'heure. Il y a aussi l'innovation qui est dans le panier de ce que l'État souhaite développer et on peut donc y contribuer à tout niveau, TPE, PME, ETI et très grandes entreprises. Et donc, notre rayonnement régional ne peut que s'améliorer si le nombre de projets vient augmenter. Donc, on est aussi là parce qu'en tant que conseil, on est là aussi pour vous aider dans ces projets et c'est aussi notre intérêt que les entreprises se développent autour de l'innovation parce que c'est un levier de développement, d'amélioration de performance.
Excusez-moi, Donc, Carole, oui, excusez-moi, on voit 2 slides. Est-ce que ce serait possible d'en montrer une à la fois, ah au mince, hasard? alors là, vous me dites un truc, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Sinon, c'est pas grave. Si jamais c'est juste un paramètre, ce serait parfait. Sinon, Comme ça, c'est mieux. oui, parfait. Excusez-moi, Merci beaucoup et je désolée. voyais pas ce que vous voyez, donc désolé. C'est parfait. Donc, nous aurons donc 5 étapes dans notre présentation. Un petit rappel déjà sur le CIR aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, mais très bref, hein, parce que parmi les auditeurs, je suppose qu'il y a des gens qui sont déjà très perfectionnés sur le sujet, et puis d'autres un peu moins. Et donc, ensuite, un petit point donc, sur les nouveautés qui nous attendent là, pour l'année 2022-2023. Idem sur le crédit d'impôt innovation, hein, qui est donc le petit frère du crédit d'impôt recherche, mais qui est uniquement réservé aux PME. Un petit flash sur les évolutions du statut JEI, le témoignage de notre créateur d'entreprise, et puis après une petite conclusion sur la gestion du risque et le contrôle fiscal, parce que qui dit dispositif de crédit d'impôt dit contrôle, et du coup, c'est vrai qu'il faut tout faire pour essayer de maîtriser ce risque. Donc déjà, à quel moment on peut prétendre faire du crédit d'impôt recherche? Eh bien, il y a différentes étapes à respecter en termes de formalisme et puis d'historicisation du projet. Donc, le premier point, déjà, c'est qu'il faut qu'on vise à obtenir de nouveaux résultats qui vont dépasser ce qu'on appelle l'état de l'art. C'est-à-dire que sur tous les sujets, que ce soit de l'informatique, de la mécanique, de la biologie, il y a un état de l'art qui existe, c'est-à-dire ce sont les connaissances qui sont partagées par tous les sachants du sujet, et ça prend forme sous forme d'écrits, de parutions, de documentation qui sont disponibles du moment qu'on la cherche. Elle existe. Et l'objectif, là, quand on veut prétendre au CIR, le premier objectif, c'est donc de dépasser cet état de l'art. Ça veut dire qu'il faut proposer quelque chose de mieux, quelque chose qui va plus loin, quelque chose qui est au-delà de ce que le monde technique du sujet connaît déjà. Ça, c'est le premier point. Et ça veut juste déjà dire que ça ne doit pas être nouveau que pour vous. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit nouveau pour la profession. Et du coup, ça implique qu'il faille préalablement faire une recherche de qu'est-ce qui existe déjà, quels sont les écrits sur le sujet, quel est le niveau d'avancement de connaissances sur cette technologie par la profession. Ensuite, le deuxième point, c'est que donc il faut améliorer et aller au-delà. C'est-à-dire qu'on ne doit pas simplement adapter ou utiliser des connaissances déjà existantes pour faire son projet. Donc, il y a vraiment quelque chose du domaine de la création qui doit exister. Et c'est là que c'est peut-être un petit peu compliqué, mais bon, c'est bien l'objet quand même du sujet. Ensuite, on doit avoir une incertitude existante. C'est-à-dire que si je me lance sur quelque chose que je veux créer, que effectivement ça va aller plus loin, mais que finalement je sais, parce que quand je fais A plus B, je sais que ça va faire AB, je n'invente rien, il n'y a pas d'incertitude sur le résultat. Donc le caractère incertain du résultat dans la démarche que je souhaite suivre doit être prouvé et démontré. Ensuite, une fois que j'ai trouvé mon process et que j'ai mon idée et que je sais à peu près comment je vais faire, eh bien, il faut que j'écrive exactement dans un système de planification et aussi de budgétisation, parce que bon, il y a les coûts aussi, comme on est sur un crédit d'impôt, il faut aussi qu'on puisse valoriser les dépenses qui vont avoir été mises en place. Eh bien, il va falloir que j'écrive tout ça. C'est-à-dire que je ne pars pas au hasard sur une quête en jetant une pièce en l'air pour voir quel va être le résultat. Il y a vraiment une démarche à suivre, scientifique de fait,
Alors, il y a plein de clients qui me disent: «Oh là là, mais moi, je ne suis pas équipé, je ne sais pas faire» et en fait, là, on est vraiment comme monsieur Jourdain quand il fait sa prose. En fait, en réalité, de la R&D, la plupart des PME en font quotidiennement, si ce n'est que ce n'est pas tracé et du coup, il faut se forcer un peu pour mettre en place un système qui permette de suivre, dans ce qu'on peut appeler un cahier de laboratoire, les différentes étapes du projet. C'est-à-dire que aujourd'hui, jeudi 13 octobre, j'ai plongé le produit dans un bain d'acide et il y a eu tel résultat. Voilà. Et donc, on note tout ça, tout ce qu'on a fait et qui, à quelle date et combien de temps ça a pris. Et enfin, il faut que ça aboutisse sur quelque chose. Alors, je mets un petit bémol là-dessus aussi parce qu'on peut chercher pendant des années sans jamais rien trouver. Bon, ça reste de la R&D. Mais l'idéal, c'est quand même de déboucher sur un résultat tangible et surtout qui soit transférable et reproductible. C'est-à-dire que, OK, vous avez trouvé un dispositif qui change le plomb en or, mais il ne faut pas que ce soit du hasard et il faut qu'on puisse le reproduire. Et du coup, il faut qu'on écrive vraiment dans le détail comment on a fait, comment le résultat a été obtenu et qu'on puisse prouver que c'est reproductible et que donc la profession va pouvoir profiter du projet, même si évidemment on a une notion aussi peut-être de secret, de brevet, de protection qui vont venir en arrière-plan sur ces questions-là. Mais quand on monte le dossier qui peut rester complètement interne et non publié, il faut qu'on ait quand même cette notion de reproductibilité, de transférabilité des connaissances acquises. Donc, je vais laisser la parole à Alessio qui va vous faire un petit rappel sur quelles sont les dépenses qu'on peut mettre dans le crédit d'impôt recherche pour la base de calcul. Merci Carole, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc effectivement, rapide succinct sur les dépenses à considérer. Dans un premier temps, les dotations aux amortissements. Donc ça va concerner donc, toutes les immobilisations créées ou acquises affectées directement à la recherche. Ensuite, deuxième point, donc, les dépenses de personnel, donc, pour les techniciens et les chercheurs. Sur ce point-là, ça va concerner donc, les rémunérations et les charges sociales obligatoires. Petit point de détail, donc à noter que pour les titulaires d'un doctorat ou équivalent, les dépenses sont prises en double pendant les 24 premiers mois. Ensuite, ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, donc 75% des dotations aux amortissements et 43% des dépenses de personnel. Et là encore, petite subtilité pour les titulaires d'un doctorat où là, on prendra 100% de la somme. Donc, sous-traitant, c'est recherche et développement. Donc, ça va être toutes les dépenses engagées, donc celles qui ont été confiées à des organismes de recherche privés agréés. Toutes les dépenses qui concernent la veille technologique. Donc, par contre, dans la limite de 60 000 € par an. En ce qui concerne les brevets, donc, le crédit impôt recherche soutient les brevets et leur défense. Donc, toutes les dépenses qui seront engagées pour les brevets. Également, donc, les frais de normalisation, donc tout ce qui va concerner donc, les normes ISO, normes AFNOR. Et en revanche, on retraitera les montants des subventions qui auraient été perçues dans ce cadre-là. Donc, au niveau de l'assiette des dépenses, donc ce que vous voyez sur la partie droite de l'écran, il se détermine par année civile, donc quelle que soit la date de clôture de l'exercice. Donc, son montant est égal à 30% du montant des dépenses de recherche inférieur ou égal à 100 millions d'euros, 5% pour les dépenses supérieures à 100 millions d'euros, et petite spécificité donc pour les DOM-TOM où là, ce sera 50% pour les dépenses inférieures à 100 millions d'euros. Merci Alessio. Donc là, c'était le petit rappel de ce qui était applicable jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, l'actualité du jour, c'est donc à partir donc, de 2022, puisque comme l'a très justement dit Alessio, le crédit d'impôt recherche se détermine à l'année civile, quelle que soit la date de clôture de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a encore des entreprises qui sont déjà en train de clôturer des exercices 2022, mais qui déposent pour autant encore des crédits d'impôt recherche 2021. Donc on est encore sur l'ancienne version. Et du coup, ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2023 qu'on pourra commencer à appliquer les règles du CIR 2022. Et donc le premier
la première nouvelle qui donc est publiée sur ce CIR, c'est donc la fin du doublement des dépenses pour les organismes publics. Là, c'était un coup de semonce dans le milieu, parce qu'on s'est dit, oulala, mais c'est dramatique. Auparavant, donc, on pouvait donc avoir jusqu'à 60% donc, des dépenses confiées à des organismes publics qui étaient remboursés sous forme de crédit d'impôt. Et là, on nous dit, terminé. En plus, on a aussi la fin de la majoration du plafonnement de 2 millions quand on était sur des organismes publics sans lien de dépendance. Et puis, on a aussi, du coup, comme il n'y a plus de distinction entre public ou pas public, il n'y a plus, on va se retrouver avec un plafonnement des dépenses auprès des organismes publics, comme on en avait un auprès des organismes privés. Donc, là, c'est quelque chose qui est acté, qui est sûr et qui est donc quelque chose de très négatif pour les entreprises. Donc, afin de compenser, on va dire, cette mauvaise nouvelle, et dans notre État qui fait les choses si simplement, eh bien, on a décidé donc de créer un nouveau crédit d'impôt qui va venir compenser, mais que partiellement, la perte du doublement des dépenses auprès d'organismes publics. Donc, c'est un crédit d'impôt donc nouveau qui, pour l'instant, sera égal à 40% pour les ETI et 50% pour les PME au sens communautaire. Donc, ça veut dire 250 salariés, moins de 50 millions de chiffre d'affaires par an. Et donc, vous noterez que le taux, du coup, est moins intéressant, puisque avant on était sur 60%, c'est-à-dire un doublement du 30%. Et là, au mieux, on se retrouve à 50% quand on est une PME, et on se retrouve même encore moins bien à 40% quand on est au moins une ETI. Et en plus, il y a une limite donc, de 6 millions d'euros par an, alors qu'avant, on pouvait aller jusqu'à 10 millions. Donc là, on est donc en application dès le 1er janvier 2022. Et du coup, il va y avoir des modifications à apporter et dans les contrats et dans les déclarations qui vont être faites. Évidemment, on va dire l'environnement de ce SICO, un crédit d'impôt de recherche collaborative, est le même que le crédit d'impôt recherche, c'est-à-dire que le cadre juridique est strictement le même. Et les travaux de recherche devront être localisés dans l'Union européenne ou un État qui est dans l'espace économique européen, donc ça veut dire la Norvège, la Suisse, ces pays-là qui ont conclu une convention avec la France. Donc, petit point, donc qu'est-ce qu'un contrat de collaboration? Parce que ça fait partie donc, des préalables pour pouvoir prétendre à ce nouveau crédit d'impôt. Donc, il faut que le contrat il ait été conclu avant le début des recherches menées en collaboration. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, on est le 13 octobre. Si le contrat n'a pas été revu de façon à coller aux exigences du nouveau crédit d'impôt, eh bien, on va se retrouver dans de la recherche sous-traitée normale qui va se retrouver à 30% au lieu d'être dans un SICO qui va donc être majoré. Donc, bien voir le côté contractuel et des dates auxquelles ça va avoir été conclu. Alors, il y a un deuxième point aussi qui peut être aussi bloquant, c'est que les organismes de recherche et de diffusion de la connaissance, là, les ORDC, doivent facturer leurs dépenses à leur coût de revient. Et ça, on peut le dire, ce n'était pas du tout le cas avant. On sait très bien que les grandes écoles, les universités, elles vivaient de ces facturations qui étaient faites aux entreprises. Il y avait souvent de la marge. Donc là, cette nouvelle exigence, elle est très restrictive et du coup, ça va certainement amener des contrôles supplémentaires en amont au niveau des dépenses de recherche auprès de ces organismes. Là où avant, du moment voilà, que c'était l'Université de Bourgogne qui vous facturait, voilà, on regardait quel était le contrat, qu'est-ce qu'il faisait pour vous, mais on n'allait pas regarder le prix de revient.
c'était quelque chose, bon, bah voilà, c'était contractuel, vous aviez payé, donc c'était éligible. Alors que là, bah, il y aura très certainement des contrôles un cran au-dessus pour vérifier que la faculté ne vous a pas facturé plus que son coût de revient. Ensuite, eh bien, il doit y avoir dans le contrat des choses très précises quant à l'objectif, la répartition des travaux, le partage des risques et aussi des résultats. Et en fait, il faudra que les droits de propriété soient partagés et donc ne pourront pas être conservés en totalité par l'entreprise. Donc, c'est aussi très contraignant. Et enfin, non pas enfin, avant-dernier point contraignant, c'est que les universités et autres organismes de recherche ne pourront pas facturer plus de 90% de ce qu'elles auront mis en œuvre. Donc, il y aura forcément un coût qui restera pour elles d'au moins 10% de la démarche. Donc, pour elles, ce n'est pas rentable, en fait. Il va falloir qu'elles trouvent elles-mêmes des financements par ailleurs pour se lancer dans les projets, puisqu'elles ne peuvent pas vous facturer de marge et elles ne peuvent pas vous facturer plus de 90% du prix de revient. Oui, ça paraît dingue, je sais. Et enfin, par rapport aux entreprises, eh bien, les organismes de recherche vont obligatoirement avoir le droit de publier les résultats de leurs propres recherches qui ont été conduites dans le cadre de cette collaboration. Donc, pour ceux qui voudraient garder des trouvailles un peu secrètes, c'est bon, voilà, c'est pas top. Donc voilà, le SICO. Donc on a hâte, hein, effectivement, nous à notre niveau, de voir comment ça va être géré, quel contrôle va y avoir là-dessus, mais ça promet. On est dans les starting blocks. Ensuite, le petit frère donc, du crédit d'impôt recherche, donc, qui est réservé donc, aux PME. Donc, je crois que parmi vous, il y en a qui ne sont pas PME, donc bon, bah, tant pis, hein, vous écouterez, vous saurez, mais vous ne pourrez pas appliquer. Donc, c'est que pour les entreprises de moins de 250 salariés. Donc, quand est-ce qu'on est éligible au crédit d'impôt innovation ? Eh bien, déjà, on se sort de toutes ces questions d'état de l'art, de parution scientifique. On est vraiment sur le marché. Donc, il faut pouvoir répondre à la question de savoir est-ce qu'on remplit avec ce produit un besoin non assouvi sur le marché, et est-ce qu'il est vraiment nouveau? Et du coup, bah, voilà, si on arrive à dire oui, eh bien ensuite, il faut qu'on prouve que ce produit, il est soit mieux, soit nouveau. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs façons d'être mieux ou nouveau, hein. Soit on va avoir des fonctionnalités nouvelles sur un produit déjà existant, soit des performances techniques supérieures, soit ça peut être au niveau de l'ergonomie du produit, alors aussi bien physique que cognitive, hein, donc ça peut être quelque chose par exemple qui n'existait pas pour les gauchers, par exemple, vous développez un produit spécial pour les gauchers, bon, bah là c'est un produit nouveau s'il n'existait pas auparavant. Et puis on a cette notion d'éco-conception, donc qui est complètement dans l'air du temps. Et donc, on va pouvoir prétendre à un crédit d'impôt innovation si on a un produit qui, dans la façon dont il est fabriqué, va avoir un impact limité donc, sur la santé humaine ou l'environnement. Donc là, c'est juste un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que la supériorité des performances, hein. Donc sur le plan technique, qu'est-ce que c'est qu'un produit qui est meilleur sur le plan technique? Et ça, c'est des choses qui sont définies, hein, dans des textes, hein, ce n'est pas des choses qu'on a inventées. Donc, c'est un produit qui va être soit plus fiable, soit plus précis, soit plus rapide, soit qui permet de traiter des données en plus grand nombre ou des produits de taille bien supérieure. Voyez. Donc là, le petit exemple qui est donné, une prothèse auditive qui améliorerait le signal de surbruit, des jeux vidéo qui seraient développés pour améliorer l'attractivité des logiciels éducatifs. Bon. En fait, sur le plan technique, c'est très très vaste, hein, ça peut vraiment aller de la chose très très simple à la chose très complexe, et ce n'est pas forcément très difficile à prouver.
Ensuite, donc sur le plan de l'ergonomie, donc je vous en ai dit 2 mots tout de suite. Donc sur l'ergonomie physique, donc c'est effectivement pour les personnes qui n'ont pas de bras, pour les personnes qui manquent un œil, pour les personnes qui voilà, il y a un handicap. Donc voilà, vous pouvez développer des produits qui sont adaptés à leur morphologie et du coup, ça fait un produit nouveau. Et aussi, donc, par rapport au cognitif, donc c'est par rapport au langage, par rapport à la façon dont on entend, dont on perçoit, dont la chaleur aussi, si vous avez un produit qui ne brûle pas quand on le touche. Enfin, voilà. Donc, il y a plein d'idées à trouver sur le sujet. Hein. Donc ça, c'est pour l'ergonomie. Donc sur l'éco-conception, donc c'est par rapport donc à l'environnement ou la santé. Et l'éco-conception peut provenir de choses très basiques, comme l'emploi de matières premières, si vous divisez par 3 la quantité de plastique, si vous diminuez l'emballage au niveau de votre système de production, si au contraire, ce n'est pas en début de vie, mais plutôt en fin de vie du produit, si vous développez un produit, peut-être que David pourra nous en dire 2 mots, un produit qui permet en fin de vie d'avoir un recyclage total, ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà, l'éco-conception, c'est aussi un spectre très très large qui va de la fabrication à l'utilisation et même à la destruction en fin de vie du produit. Et puis, on a aussi des performances qui sont meilleures si vous avez des fonctionnalités nouvelles. Vous voyez, ça peut être du coup sur de l'informatique, mais aussi sur une voiture, même sur une tasse. Hein. Vous pouvez avoir une tasse avec une queue amovible. Enfin, il y a plein de fonctionnalités qui sont à inventer. Moi, je ne suis pas du tout ingénieur et pas du tout technique, mais je sais que mes clients ont toujours plein d'idées sur les nouvelles fonctionnalités et que c'est vrai que quand on en invente une nouvelle, ben, on peut prétendre à un crédit d'impôt innovation parce qu'on a innové. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde l'écosystème local, les PME qui réussissent aujourd'hui, c'est indirectement parce qu'elles ont réussi à faire quelque chose sur ces sujets-là, sur l'innovation. Et souvent, même, elles le font juste pour survivre, entre guillemets, mais sans bénéficier du crédit d'impôt parce qu'elles ne vont pas le demander, parce qu'il y a des réticences, parce que c'est vrai que c'est administrativement, ça peut être un peu lourd. Donc, Alessio, toi qui es le spécialiste des dépenses. Merci Carole. Comme vous pouvez le constater, donc, on retrouve pas mal de similitudes donc, entre les dépenses à considérer donc, pour le CIR au niveau du crédit impôt innovation. Donc, on retrouve les dotations aux amortissements, les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement donc, sur les mêmes critères que le crédit impôt recherche, 75% des dotations aux amortissements, 43% des dépenses de personnel. Au niveau de la sous-traitance, pareil, hein, les dépenses confiées à des organismes de recherche privés agréés. Au niveau de l'acquisition de savoir et ou technologie, là, on va retrouver les dotations aux amortissements, tout ce qui concerne les brevets, les frais de dépôt de dessin, de modèles, etc. Et donc, le retraitement de certaines subventions, comme on a pu le voir précédemment pour le CIR. Donc, comme l'a dit Carole, donc, le CI est, lui, quant à lui, limité aux PME au sens communautaire. Donc, sur le CI, on a un taux fixe de 20% des dépenses engagées, plafonné à 400 000 €. Et petite spécificité pour les DOM, où on est à 40%. Et donc, c'est là-dessus qu'on va voir une actualité. Et puis, c'est vraiment quelque chose aussi qui avait été créé à titre temporaire, le CI. Hein. Ça fait plusieurs années qu'il devait disparaître et puis qu'ils le prolongent. Et là, cette année, ils vont nous le prolonger pour 2023, mais avec des conditions différentes. Donc déjà, la prolongation, vous voyez, elle est que de 2 ans. Hein, donc, ils nous le prolongent pour 2023 et 2024, donc avec des nouvelles conditions qui ne sont pas forcément mauvaises. En fait, ça va dépendre des cas. Déjà, la première nouveauté, c'est qu'on va supprimer les 43% et 75% de dépenses de fonctionnement. Donc, ça pourrait ne pas être une bonne nouvelle. En revanche, le taux est augmenté, c'est-à-dire que là, on avait 20%, on passe à 30%. Et comme l'assiette ne change pas,
là où on avait 80 000 € de crédit d'impôt maximum avec une base de 400 000, on va se retrouver avec 120 000 € maximum avec une base de 400 000 toujours, puisque ça n'a pas été modifié. Donc, indirectement, on peut avoir un petit peu plus de CII. Donc, selon les cas, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, cette modification. Il faudra juste voir au cas par cas. Par contre, quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que le CII, contrairement au crédit d'impôt recherche, il est dans ce qu'on appelle le système des minimis. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir plus de 200 000 € de crédit d'impôt innovation sur une période glissante de 36 mois. Donc, du coup, au bout, si vous avez eu 120 000 € la première année, la deuxième année, vous aurez maximum 80. Et après, ce sera terminé. En année 3, il n'y aura plus rien. Donc, bon, ça peut être bien la première année et moins bien les années suivantes, parce que par contre, le plafond des minimis, lui, n'a pas été modifié. Donc, ce CII sera donc modifié à partir de 2023. Donc, 2022, on reste encore sur l'ancien système tel que décrit par Alessio. On passe au JEI. Donc, la jeune entreprise innovante, c'est un statut qui existe depuis 2004 et c'est le moment où moi j'ai commencé à travailler dans l'innovation, donc ça va bientôt faire 20 ans déjà. Et c'est vrai que ça passe. Et donc, quels sont les critères pour obtenir le statut de jeune entreprise innovante? Donc déjà, il faut être une PME, donc, comme pour le CII, hein, moins de 250 personnes et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un bilan à 43. Mais c'est vrai que le chiffre discriminant, c'est vraiment l'effectif. Ensuite, on a donc une exigence de proportion de dépenses consacrées à la R&D qui soit d'au moins 15% de la totalité des charges fiscalement déductibles au cours de l'exercice. Donc, ce 15%, ça peut paraître faible, mais en même temps, ça devient un chiffre important parce que finalement, quand on voit comment ça se passe, dès que l'activité commence à décoller et que le chiffre d'affaires commence à être présent, en réalité, les 15%, on va avoir du mal à les justifier, sachant que ces 15%, c'est vraiment les dépenses de R&D, éligibles CIR et pas CI. Donc, on peut faire du CIR et du CI en même temps, hein, en fonction du degré de technicité des travaux qu'on va avoir fait, mais pour le statut JEI, il n'y a que les dépenses de CIR qui rentrent en ligne de compte. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. Oui, c'est très sélectif. Ensuite, l'entreprise doit avoir moins de 8 ans d'existence. Alors attention, il y a une actualité sur le sujet, puisque là, on va avoir une modification. Ça va être 11 ans là, à partir de cette année 2022. On va revenir dessus. Un point très important et pour lequel je me bats pour qu'on fasse des rescrits, il faut que l'activité soit réellement nouvelle. Ça veut dire que ça ne peut pas être la filiale d'un groupe préexistant qui aurait créé une structure ad hoc pour bénéficier du régime JEI. Ou alors, si on fait ça, il faut vraiment que ce ne soit pas les mêmes clients, pas les mêmes salariés, pas la même activité que l'entreprise préexistante. Donc, on doit vraiment avoir une société réellement nouvelle, qui se détache complètement par son activité des autres sociétés du groupe ou de l'activité précédente du fondateur. Ça, le critère de nouveauté est hyper important et il est très regardé. Donc, il faut quand même se poser des questions à un moment de la création, de savoir est-ce qu'on est bien dans les clous ou pas. Et enfin, son capital doit être détenu majoritairement par des personnes physiques. Mais on a droit à un degré d'interposition, c'est-à-dire que vous pouvez avoir directement 50% de personnes physiques, là on ne se pose pas de questions, mais si vous avez une holding au-dessus, il faut qu'elle-même réponde aux mêmes critères. Sachant que les associations ou les fondations reconnues d'utilité publique ne rentrent pas dans le décompte. C'est-à-dire que si vous avez 40% de personnes physiques et 20% de fondations, et puis, je ne sais plus ce que j'ai dit, 30% je ne sais plus, on n'arrive pas à 100, mais disons que si vous avez pas tout à fait 50% de personnes physiques, mais qu'avec les fondations, ça fait 50, on est bon, puisqu'on les élimine en fait du calcul des 50%.
Donc là, je crois que les avantages fiscaux, c'était toi. C'était toi. Ah, je t'ai volé ton sujet. J'étais à fond. J'ai vu que tu étais lancé, donc du coup, je t'ai laissé. Excuse-moi, Alessio, C'est pas grave. je lui ai volé son sujet. Donc l'avantage fiscal de la JEI, donc il y en a au moins 2. C'est qu'il y a une exonération fiscale des bénéfices quand on est à l'IS ou à l'IR la première année où on est bénéficiaire. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la première année d'exercice, mais c'est la première année où on passe en positif. Et ensuite, le deuxième exercice positif, on aura droit à une exonération de 50%. Je crois qu'en 20 ans, je ne l'ai vu qu'une fois appliquée. Oui, parce que les JEI sont très, très rarement fiscalement positives. Et pourquoi elles sont très rarement fiscalement positives? Parce qu'elles développent leur activité avec du crédit d'impôt recherche, qui est un produit, mais qui n'est pas imposable. Donc, elles arrivent à équilibrer leur compte, mais elles sont toujours en négatif fiscalement. Il y a une exonération d'impôts locaux, donc taxes foncières, CFE, mais il faut la demander, ça c'est très important, hein, au niveau de la création de l'entreprise. Si vous ne cochez pas la petite case qui va bien au niveau de votre première déclaration de base foncière, eh bien, vous n'aurez pas cette exonération, donc il faut bien la demander en cochant la case. Et vous bénéficiez également d'un remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche ou de votre crédit d'impôt innovation si vous êtes très intéressant. Parce que le crédit d'impôt recherche, quand on n'est pas une PME, donc on ne peut pas être JEI, et le remboursement n'est pas possible avant 3 ans. C'est-à-dire que soit vous imputez votre crédit d'impôt recherche sur l'impôt que vous avez à payer, donc là, du coup, il n'y a pas de remboursement, mais vous l'utilisez. Et si vous voulez être remboursé parce que vous n'avez pas suffisamment d'impôts pour imputer votre crédit d'impôt recherche, eh bien, vous devez attendre 3 années avant de pouvoir être remboursé. Donc, on peut se le faire financer par une banque, par exemple, pendant ces 3 années, mais donc le remboursement n'est pas possible avant 3 ans. Et puis, le dernier avantage, et qui est le plus important à mes yeux pour les jeunes entreprises innovantes, c'est l'exonération de charges sociales patronales URSSAF, donc sur le personnel qui est majoritairement consacré à la recherche. Alors, je dis majoritairement consacré parce qu'en fait, ce n'est pas proportionnel. C'est-à-dire que du moment que la personne fait plus que 50% de son temps sur les opérations de R&D, elle bénéficie à 100% de l'exonération de charges URSSAF, donc patronale. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention, parce que si une personne descend en dessous de 50% de son temps sur la R&D, eh bien, l'exo-JEI va sauter sur son poste, et alors que quelqu'un qui ferait juste 51%, il sera exo à 100%. Et donc, l'actualité du statut JEI, eh bien, c'est que qui reste jeune pendant 3 ans de plus. Donc, sur le principe, c'est intéressant. Si ce n'est que, voilà, il fallait être encore JEI au 1er janvier 2022, parce qu'on a donc eu de nombreux échanges au sein du réseau KPMG aussi, parce qu'on a un groupe technique national au sein duquel on échange sur ces questions-là, et on se disait, mais du coup, celles qui ont 9 ans en 2022, est-ce que ça va marcher, etc. Est-ce qu'elles vont redevenir des JEI? La réponse est non. Il fallait être encore une JEI au 1er janvier 2022 pour pouvoir prétendre à l'extension du régime sur les 3 années supplémentaires. Et puis, ce qui est très triste, c'est que donc cette prolongation, elle ne vaut que pour l'exonération fiscale et pas pour l'exonération sociale. Donc, l'exo-URSSAF, c'est toujours sur 8 ans. Et on a vu juste avant que l'exonération fiscale, elle était quand même très, très rare à trouver, à s'appliquer. Donc, bon, c'est un vrai faux cadeau. Mais bon, c'est une communication, on va dire, positive sur le sujet. Et donc, si David veut bien nous rejoindre, nous allons passer au témoignage. Tu nous entends? On te voit en tout cas. Faiblement pour l'instant. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon.
Merci. Donc, bonjour à tous. Pour me présenter, donc, je suis David Demiché, fondateur de Cubicom, société de recherche et développement en construction modulaire béton. Et notre business consiste à développer et commercialiser notre procédé auprès d'industriels de la préfabrication. Alors, pour refaire un peu le parcours, j'ai été 4 travaux dans un grand groupe de travaux publics. Et après, j'ai été lauréat incubé en région Bourgogne, auprès de Prénis, lauréat émergence Innotech et lauréat émergence auprès de BPI et réseau entreprendre Innotech. Ben voilà, pour nous présenter, vous avez la slide qui présente tout. Donc, notre singularité, un procédé breveté qui s'appuie sur un béton fibré haute performance, et là, on fabrique des panneaux, comme vous pouvez le voir à droite. On fabrique des panneaux avec isolant intégré. Ces panneaux sont ensuite assemblés pour former des modules qui sont équipés en usine à 80%. Ces modules sont ensuite transportés par camion et assemblés sur site pour former des logements. Alors après, toutes les solutions toute construction est envisageable, hein, des maisons individuelles, traditionnelles, contemporaines, des petits collectifs. Notre objectif par le process industriel hors site, finalement, c'est de fournir des produits qualitatifs, performants, qui abaissent le coût et s'inscrivent dans l'économie circulaire. Donc, les modules sont... Parce que l'atout de finalement la construction hors site béton, c'est que les modules peuvent rester déplaçables dans le temps. Voilà. Donc maintenant, Carole, je te laisse. Oui, donc j'avais une question, moi, par rapport donc, aux techniques que tu avais développées et par rapport à l'avancée technologique qui avait été développée par tes produits. Par rapport donc au sujet, on va dire, de ta R&D, mais sans en dévoiler évidemment trop de contours non plus, parce qu'il y a certaines choses qui restent secrètes. Qui reste effectivement un secret. Comme on l'a dit, on travaille sur des brevets. Et là, effectivement, tous les frais de brevet de maintien, de développement, de dépôt de brevet et de maintien sont pris par les dispositifs du crédit d'impôt recherche. Donc, pour exprimer un tout petit peu, nous, Cubicom, on a été labellisé jeune entreprise innovante par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2012. On s'est appuyé et là, c'est peut-être toute la chance qu'on a eue à l'époque par rapport au dispositif maintenant, on s'est appuyé sur les premiers travaux qu'on a réalisés avec l'INSA de Lyon, puisque effectivement, on a eu une démarche collaborative, alors qui effectivement était là-dessus, mais la recherche nous appartenait réellement, puisqu'on la guidait. En fait, on les amenait à travailler sur des sujets particuliers. Et là, mais à la fois, c'est cette collaboration avec eux qui nous a permis, nous, finalement, de rédiger notre dossier rescrit et de tracer notre feuille de route qui est maintenant toujours en activité. Oui. Et du coup, c'est ça effectivement qui est remarquable dans ton projet, c'est que tu as respecté, on va dire, le balisage idéal défini par l'esprit de la loi, on va dire, effectivement, avec cette collaboration avec une école d'ingénieurs qui est un rescrit en amont, toute cette labellisation qui t'a permis aussi d'avoir des financements de la part de Oseo à l'époque, BPI maintenant, et tout un enchaînement de financements qui ont permis donc d'arriver aujourd'hui à ce que 12 ans après, Cubicom soit toujours là. Oui, alors on a toujours, parce que c'est vrai qu'en tant que start-up comme on l'était, la construction hors site est à l'époque, on en parlait comme une technologie émergente et elle va se poursuivre pour finalement industrialiser l'habitat dans les années à venir. Donc, elle est en concurrence un peu avec le bois, l'acier, la construction hors site bois et acier que tout le monde connaît par exemple au travers des Algeco.
Nous, notre démarche, finalement, quand on a fait ça, c'est de se tracer une feuille de route en disant, voilà, d'où on part, l'antériorité, c'est ça, c'est ce qui se faisait avant. Nous, voilà, notre procédé amène des choses. Donc, un matériau, comme j'ai dit tout à l'heure, béton fibré haute performance. On est sur des bétons qui ont moins d'une vingtaine d'années, qui sont les dernières évolutions, et elles ont encore évolué plus, puisque là, on s'oriente maintenant pour répondre un peu aux enjeux d'avenir sur les bétons bas carbone. De la mécanique, parce que comme vous l'avez compris, je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure, mais nos murs font 5 cm. Donc 5 cm, ça veut dire que la géométrie et les assemblages doivent être étudiés pour pouvoir être contenus dans ces épaisseurs-là. De la thermique, puisqu'on doit répondre à la réduction des gaz à effet de serre, une réduction de l'impact carbone, donc des économies d'énergie. Et l'environnement, l'aspect environnemental, donc qui est un dernier point et qui était important dès l'origine, c'est donc le déplacement possible des modules dans le temps et leur réemploi partiel. C'est pour ça qu'on est sur un système par panneau assemblé, de manière à pouvoir déconstruire proprement et recycler. Et puis, effectivement, donc maintenant, les enjeux qui sont de l'ACV, c'est-à-dire de se comparer à des solutions existantes. Mais tout ça, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a tracé notre feuille de route et on s'y tient par rapport à tout ça, quoi. Et c'est vrai aussi que pour les entreprises qui sont peu structurées administrativement, on peut supposer que c'est un lourd travail de baliser comme ça les étapes, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose qui t'a permis de supporter aussi l'évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde dans le rétroviseur, on s'aperçoit qu'on a fait ce qu'on a dit et qu'on est en train de faire ce qu'on avait dit et qu'on va continuer comme ça et que en fait, on n'est pas parti au hasard et ça contribue aussi à la solidité de la structure de l'entreprise. C'est-à-dire que tu n'es pas parti sur des essais comme ça, allez, je vais jeter un poids de 5 tonnes sur mon bâtiment, juste comme ça pour voir ce que ça fait. Non, et d'ailleurs, il y a des petites vidéos qui existent. Si vous regardez sur YouTube Cubicom, vous pouvez retrouver ces vidéos où on voit effectivement le bâtiment on croit qu'il va être détruit parce qu'il y a une énorme masse qui lui tombe dessus. Et en fait, non, pas du tout. Il est à peine fissuré. Et effectivement, cette démarche écrite, construite et, on va dire, canalisée dans un système qui est imposé par les exigences du crédit d'impôt recherche a été presque un soutien à l'avancée de l'entreprise. Oui, tout à fait, Carole, parce que c'est vrai que pour expliquer, Cubicom, on n'a pas de laboratoire et on n'a pas d'usine. Donc, en fait, on a mis toute cette démarche, toute la démarche qu'on a, et on a structuré tout ça par rapport à ça en disant, ben voilà, il a fallu mettre des partenariats en place, il a fallu mettre toute cette démarche finalement et se tenir à respecter tout ce qu'on avait écrit et de la façon de le faire évoluer, les choses, sachant comme c'est précisé que c'est pas parce qu'on décide d'engager quelque chose qu'on en connaît la portée du résultat ou le résultat s'il va être bénéfique ou pas. Bien sûr, on est tous des entrepreneurs. Alors, et on a envie de finalement faire du chiffre d'affaires, générer du résultat. Comme ça a été précisé par Carole, pour l'instant, on n'a jamais réussi. On n'a jamais réussi. On est toujours effectivement dans les développements. Malgré tout, on avance correctement. On voit l'horizon s'éclaircir par rapport à ça. Mais c'est vrai que toute cette démarche-là est de suivi, d'organisation, de gestion a été finalement le fil conducteur. Ça nous a permis d'ailleurs, puisque lorsqu'on a mis en place cette démarche, ça nous a permis, parce qu'on était JEI, d'embaucher finalement un docteur en matériaux
un docteur en matériaux qui nous a quittés depuis, mais pour avancer sur le sujet. Et finalement, comme ça a été précisé, engager des choses ne nous permet pas d'assurer le résultat. D'ailleurs, quand on le voit maintenant, la réalisation de prototypes à l'échelon, puisqu'on a réalisé plusieurs prototypes qu'on a triturés, certains sont à l'INSA, d'autres ont été transportés sur 500 km et tout. Ça a ouvert des champs d'investigation complémentaires et on verra demain comment on utilisera les nouveaux dispositifs du SICO ou du C2I. Je pense qu'on s'orientera d'ailleurs plus sur du C2I sur certains aspects, mais ça en a fermé d'autres. Ça en a fermé d'autres où effectivement c'est un constat on ne va pas dire d'échec parce qu'il faut toujours rester positif. C'est un constat avec moins de réussite, avec des choses qu'on a fermées parce qu'il y a eu les évolutions en même temps réglementaires de l'environnement, de la normalisation. Je vais prendre pour notre cas particulier la mise en place de la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, qui a changé le paradigme maintenant de la construction, puisqu'on parle aussi non pas de réduction des coûts d'exploitation, mais aussi de l'impact carbone. Donc, ça a modifié notre approche aussi sur le sujet. Et j'utiliserai qu'on a développé donc de nouveaux partenariats avec d'autres universités pour ces sujets-là. Ok, merci. Et du coup aussi, ce que je voulais voir avec toi, c'était donc en quoi cette démarche avait été un booster, on va dire, de ton activité. La labellisation Jeune Entreprise Innovante, elle est reconnue par tout le monde. Comme tu l'as dit, finalement, on a eu les charges sociales, la suppression des charges sociales, c'est très important. Ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est que ça nous a permis d'embaucher notre directrice de recherche et développement. Quand on a lancé des travaux avec l'INSA, plus particulièrement parce que c'est eux qui nous ont accompagnés de l'origine, ça nous a permis de finalement nous d'exposer nos technologies. Alors certaines parties, on faisait bien attention au cadre de ce qui était mis, mais ça nous a permis de finalement avoir des jeunes futurs diplômés et, qui vont rentrer dans la vie active, ingénieurs qui s'intéressent au sujet, qui apportent leur façon de voir les choses. Ça a été bénéfique et je continue à maintenir un peu ce lien avec des universitaires et d'être finalement en amphithéâtre pour subir un peu les foudres de nouveaux procédés, de savoir comment eux les perçoivent. Donc, ça les a ouverts, eux, à des métiers d'avenir. Donc, la construction est un métier d'avenir. La FFB l'a rappelé encore dans des pubs à grand renfort de communication actuellement. Donc, le bâtiment traditionnel est un avenir, mais le bâtiment industriel peut-être encore plus, pas seulement en France, mais aussi à l'international. Donc ça a été les gros points. Puis comme on l'a dit, malgré tout, ça nous a permis d'aller rencontrer des investisseurs, ça nous a permis d'être visible auprès d'une association sur le Grand Paris qui s'appelle Rêve de scène urbaine, où on avait été identifié pour réaliser un ouvrage pour le village des Jeux Olympiques, un ouvrage de 360. Et fait est que Solideo, l'organisme qui gère les Jeux Olympiques, a décidé d'être vertueux et que seul le bois avait à ses yeux cette reconnaissance vertueuse. Je ne partage pas ce sentiment, parce que je pense que si on peut avoir un ouvrage qui est déplaçable dans le temps et qui peut se recycler et réemployer, recycler, ça a un intérêt aussi. Mais donc, toujours est-il qu'on continue d'œuvrer ça nous permet de surfer sur cette partie-là pour rencontrer des investisseurs. Ça m'a permis de rencontrer des investisseurs parce que ce statut-là pour eux aussi est intéressant. On a cette reconnaissance auprès, comme le disait BPI, on a le soutien de BPI pour regarder non seulement les aspects de recherche, on va dire produits, mais aussi demain, et c'est tout l'intérêt de ce lien finalement
le statut de jeune entreprise innovante, de la recherche et de l'industrialisation. Demain, on souhaite être accompagné pour aller développer nos outils industriels dont on aura besoin par rapport à ça. Donc voilà tout le bénéfice de la démarche. Merci, parfait. Et donc, je t'ai demandé aussi de témoigner sur le point 5, sur la gestion du risque fiscal. Alors, ça Alors, fait sourire, mais en même temps, bon. Je vais juste avoir une Voilà. phrase, alors, Carole, pour te laisser prendre, parce que compte tenu de la situation, ça va être difficile pour moi. On a la chance, en France, d'avoir ce dispositif d'accompagner finalement la recherche, les entreprises innovantes, la recherche. C'est une force, sincèrement, mais qui demande de la rigueur. Et je remercie effectivement Carole de baliser à nos côtés depuis Cubicom, depuis la création, même avant la création. Ça nous a permis à KPMG de baliser avec nous le parcours, ce qu'il fallait faire, comment le mettre en place, l'accompagner, de tout structurer. Et c'est effectivement très, très contrôlé. Je peux en attester. J'en ai fait, je vais dire, plusieurs fois l'expérience et je continue d'en faire l'expérience. Mais je me limiterai à ça, Carole, tu comprends Oui, pourquoi. Oui, parce qu'en fait, on a un contrôle fiscal en cours. Donc, effectivement, il ne faut pas qu'on vende la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Quoi qu'on a à moitié tué l'ours, visiblement. Mais bon, disons que effectivement, il y a ce revers de la médaille, mais qu'il faut en fait gérer tout simplement. Hein. Donc, un petit rappel sur que les impôts ont droit de nous faire. Donc, ils peuvent venir contrôler votre crédit d'impôt recherche jusqu'à 3 ans après la date du dépôt de la déclaration. Donc, ce n'est même pas 3 ans après le millésime, hein, c'est 3 ans après la date de dépôt. Donc, en fait, concrètement, ça fait presque 4 ans en fait, pendant lesquels ils peuvent contrôler. Donc, il ne faut pas se dire « ouf, ça y est, le 31 décembre est passé, j'ai gagné une année ». Non, en fait, le 31 décembre, ce n'est pas la date limite, c'est vraiment la date à laquelle vous avez déposé la déclaration. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, qui peut venir vous contrôler? Alors, le plus souvent, c'est quand même bien l'administration fiscale qui est aux manettes, mais ça pourrait être sur le principe aussi le ministère de la Recherche. Bon, perso, je n'ai jamais vu, mais bon, c'est souvent quand même l'administration fiscale qui va venir contrôler globalement ou pas hein, votre comptabilité, parce qu'ils peuvent aussi venir que pour votre crédit d'impôt recherche, hein, ils peuvent faire des contrôles ciblés. Le point qui fait mal et qui est malheureusement, on a vécu déjà plusieurs fois, c'est que si c'est le fisc qui se déplace, il n'est pas obligé de faire appel à un expert du ministère. Et en fait, finalement, c'est dans ces cas-là qu'on a eu le plus de difficultés en réalité, parce que le contrôleur s'improvise expert, et du coup, il peut avoir des idées préconçues alors qu'en fait, il n'y connaît pas grand-chose et ça peut être très glissant sur le dossier. Et du coup, il ne faut pas finalement avoir peur des experts du ministère parce que justement, ce sont des professionnels qui connaissent bien votre métier et qui sont, comme on l'a vu tout à l'heure par rapport à la carte de France, ils sont quand même relativement indulgents pour les projets et à chaque fois qu'on a eu des échanges avec des experts du ministère, on a toujours fini par se comprendre, ce qui n'a pas toujours été le cas avec l'administration fiscale. Donc, ce contrôle fait partie de la vie, on va dire, du crédit d'impôt recherche, hein, puisque à un moment donné, soit on demande un remboursement, soit on a un contrôle fiscal, ça arrive. Donc, il faut s'y attendre et en fait, il faut s'y préparer tout simplement, en fait. Et effectivement, on peut avoir soit un contrôle a posteriori, soit un contrôle au point par point au moment de la demande de remboursement. Et même des fois, on a les deux. Hein, c'est-à-dire que vous avez un premier contrôle au moment du remboursement, où donc là, vous fournissez les justificatifs de dépenses. Parfois, ils demandent aussi les notices techniques, mais pas toujours. Et 1 an, 2 ans, 3 ans après, ils reviennent une deuxième fois après avoir remboursé en disant cette fois on fait le contrôle fiscal pour de vrai et on recommence tout. Donc on a dans certains dossiers on a l'impression de beaucoup répéter, mais bon quand on est rodé c'est plus un problème. Il faut juste effectivement qu'on ait ce dossier bien
bien monté finalement pour que ça se passe bien. Et donc, si on veut s'éviter les soucis a posteriori, il y a donc cette possibilité de solliciter un avis d'administration a priori. Donc, soit sur un rescrit simple qui donc décrit les travaux et vous avez une réponse du ministère qui vous valide l'éligibilité des travaux et qui donc vous sécurise. Vous pouvez aussi avoir un rescrit élargi où vous pouvez carrément donner tout le contenu de votre projet avec les salaires, les dépenses d'amortissement, etc. Vous donnez tout et là, vous avez vraiment une réponse complète, globale sur votre projet. Et depuis quelques années, ça fait déjà bien, je dirais 7 ou 8 ans maintenant, on peut faire un rescrit roulant. C'est-à-dire que c'est un rescrit allégé du moment qu'on a fait un premier rescrit, on a tout décrit, ce qu'on faisait, et on fait annuellement qu'un petit bout de rescrit sur les nouveautés, pour revalider des points nouveaux sans refaire tout le système de rescrit depuis le début. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal parce que, et d'une, c'est gratuit, hein, l'administration ne vous fait pas payer l'étude de votre dossier, c'est quand même bien d'avoir ce service public, et surtout, ça l'engage. Donc, une fois qu'elle s'est prononcée sur l'éligibilité de travaux, elle ne peut pas revenir après en disant bah non, finalement, ça, je ne suis pas d'accord. Donc, c'est quand même très sécurisant. Et donc, ce qui aide beaucoup, c'est donc de mettre en place des procédures internes. Hein. Bon, là, on va reprendre notre casquette d'expert comptable, hein, où on aime bien quand c'est bien organisé. Hein. Donc, chaque dépense dans sa petite case et des données qu'on peut sécuriser, prouver, retrouver facilement, surtout 3 ans après. Donc, l'idée, c'est d'avoir un suivi des temps, des dépenses, sous-traitance, investissement, dépenses de veille technologique, et puis enfin, tous les points que Alessio nous a brillamment cités. Donc, avoir donc cette base de données. Et puis, surtout, préparer tous les justificatifs dès qu'on fait la déclaration. Hein. C'est-à-dire a priori, on n'envoie pas une déclaration sans avoir déjà préalablement préparé le dossier. Pourquoi? Parce qu'il y a, on va dire, 80% de chances que le dossier soit contrôlé et que si le contrôle intervient 1, 2, voire 3 ans après, vous allez avoir toutes les peines du monde à retrouver tous les justificatifs qui vont bien, sachant qu'en plus, les règles pourraient avoir changé entre-temps et vous êtes perdu, vous ne savez plus pourquoi vous avez mis ça. Si la traçabilité du dossier n'est pas impeccable, ça devient très compliqué de retrouver les justificatifs. Et donc, il y a effectivement un formalisme à respecter. Faut savoir que les impôts, quand ils vous font un contrôle, en fait, c'est un courrier que vous recevez, c'est toujours le même, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein, il y a toujours les mêmes questions, dans le même ordre. Donc, et ils ont été gentils, hein, depuis 2018, ils nous ont fait un dossier de réponse tout prêt. Hein, donc, on a les chapitres exactement dans lesquels on doit répondre, avec même des petites aides hein, qui ont été données par l'administration sur qu'est-ce qu'on doit répondre dans chacun des paragraphes. Donc, il y a effectivement un besoin de structuration de l'information, mais qui est aussi une aide. C'est-à-dire que si effectivement, au moment où vous commencez à faire vos calculs, vous vous rendez compte que là, on n'est pas dans les clous, que voilà, et ça permet aussi de réorienter le projet en disant oui, on avait prévu de mettre 3 personnes sur tel projet, et puis finalement, on n'a pas fait ça, ou on l'a fait différemment. Donc, ça amène aussi à se poser des questions sur la façon dont on s'est organisé, comment on a géré le projet dans sa globalité. Et c'est aussi finalement une façon de suivre. Hein. C'est un outil de suivi, le fait de remplir ces fiches de projet pour le CIR. Il est 10h10. Je ne sais pas comment vous reprenez la main, Anne-Sophie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors j'ai reçu des questions dans le chat. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour ces présentations de qualité. Donc j'ai déjà quelques questions. Alors la première, pour éviter les désavantages de partage des propriétés intellectuelles avec le SICO, est-ce qu'on peut faire un crédit impôt recherche à la place avec un labo public, même si le CIR est à 30%? Oui,
La réponse est complètement oui, effectivement. Vous allez perdre le doublement qui existait avant et du coup, vous restez sur du CIR classique. Mais par contre, il faut quand même que l'organisme que vous avez choisi soit agréé. Alors, en principe, ils ont tous fait leur demande d'agrément, hein, puisque en fait, avant, c'était automatique hein, pour les entités publiques. Elles n'avaient pas besoin d'agrément. Le fait qu'elles délivrent un diplôme équivalent Bac+5, automatiquement, les rendait éligibles. Enfin, voilà, les dépenses étaient éligibles. Alors que là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il faut aussi faire bien attention. Et je voulais aussi porter un point d'attention là-dessus. C'est que le ministère publie sur son site, le ministère de la Recherche et de l'Enseignement, publie sur son site la liste des organismes agréés, donc par dispositif, hein, CIR, CII, et du coup, il y a un problème en ce moment, sûrement de disponibilité au niveau du ministère, et du coup, ils ont beaucoup de retard dans la publication des agréments, donc cette liste n'est pas à jour, et en plus, dans les contrôles, on l'a aussi vu récemment, il faut absolument obtenir de votre sous-traitant l'avis de son agrément qui sera daté pour être sûr que vous êtes bien sur un prestataire agréé. Mais effectivement, pour répondre à la question, oui, on fera du CIR classique et du coup, ce sera 30% avec les entités publiques si on ne veut pas faire de SICO. D'accord, merci pour cette réponse. Une deuxième question, il est précisé dans l'article 244 quater B que seules les dépenses de collection sont soumises au respect des minimi. Est-ce que c'est nouveau pour le crédit impôt innovation? Alors, attention, là, on n'en a pas parlé, mais effectivement, il y a un sous-chapitre du crédit d'impôt recherche qui concerne l'industrie textile. D'accord. Et c'est un sous-chapitre du crédit d'impôt recherche au même titre que le CII. Et à ce titre, il est effectivement soumis au minimi, celui-là. Donc, l'histoire du crédit d'impôt collection textile est effectivement soumis au minimi. Vous pouvez me rappeler la question, s'il vous plaît? Est-ce que c'est nouveau pour le crédit impôt innovation? Alors, ce n'est pas du crédit d'impôt innovation, en fait. Le crédit d'impôt recherche collection textile existe depuis toujours. Oui, c'est un crédit d'impôt spécifique à part entière et qui concerne que les industries de fabrication textile. Donc, c'est très, très spécifique. Et effectivement, il est soumis à minimi et ce n'est pas nouveau. Rien de nouveau. Très bien, merci. Il y a Sandrine à côté de moi qui me dit « on s'est fait allumer sur un dossier ». Attendez, il y a une précision sur la question. La question portait sur le fait que vous avez indiqué que le crédit impôt innovation était soumis au minimi. Oui. Le crédit d'impôt innovation est soumis au minimi, mais pas le CIR. Le crédit d'impôt recherche, pas de minimi. Ce crédit d'impôt innovation, oui, minimi, comme le crédit d'impôt collection textile qui est un CIR particulier. Est-ce que ça répond bien à la question? Ok. Je vais passer à la question suivante. N'hésitez pas à reposer la question si jamais oui, si j'ai pas été clair. Vous voulez préciser. Est-ce qu'un rescrit crédit impôt recherche peut être une garantie auprès des banques pour un prêt? Ah, c'est peut-être Monsieur Louchet qui peut répondre. Monsieur Louchet a dû nous quitter. Ah, Monsieur Louchet est parti. Bon, alors, les banques, en fait, elles sont autonomes sur leur choix de financer ou pas un préfinancement de crédit d'impôt. Donc, elles ont chacune leurs propres règles. C'est sûr que si vous avez un dossier qui est sécurisé par un rescrit, ça va être plus facile. Donc, après, c'est vraiment le banquier qui va décider, mais ce n'est pas du tout une garantie, malheureusement. Merci. C'est juste un plus. Est-ce que vous avez encore des questions? Pour l'instant, je n'en ai pas reçu d'autres. Ce que je voulais dire aussi par rapport au préfinancement du crédit d'impôt recherche ou innovation, c'est qu'il y a des dispositifs qui existent mis en place par la BPI et que ça nécessite donc un audit de la part d'un organisme agréé, un audit préalable et qui justement vient en fait sécuriser la banque par rapport à l'éligibilité en fait du projet. D'accord.
mais c'est Il y a une payant. autre question, Anne-Sophie, dans les discussions, de rappeler les conditions et avantages du rescrit et ses impacts financiers. Alors, le rescrit, c'est donc un formulaire qui est préétabli par les impôts. C'est-à-dire que si vous faites ça sur papier libre, ça ne va plus s'appeler rescrit, donc ils ne vont pas être tenus par les mêmes obligations. Donc, surtout bien respecter le cadre du document de rescrit qui est disponible sur le site des impôts. Vous pouvez faire un rescrit CIR ou un rescrit CII, ce n'est pas le même document. Vous devez le déposer au moins 6 mois avant le dépôt de la déclaration sur laquelle porte la question. C'est-à-dire que là, si vous clôturez un 31 décembre et que vous comptez déposer une déclaration au 15 mai, vous avez donc jusqu'au 15 novembre de l'année précédente pour faire votre dépôt de rescrit, et eux, ils ont 3 mois pour répondre. Sachant que le délai de 3 mois court à partir du moment où le dossier est complet. Donc vous, le problème, c'est que vous allez déposer votre truc le 10 novembre, admettons, et puis en fait, ils vont attendre 2 mois et demi pour vous dire « Ah, mais en fait, il me manque telle et telle information. » Et boum, on est reparti pour 3 mois. Donc bon, c'est pour ça, du coup, qu'il y a ce délai de 6 mois pour la réponse. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est gratuit. Ça ne coûte rien de faire ça. Et la réponse est engageante pour les impôts. D'ailleurs, en fait, ils vous écrivent. Ils vous écrivent, nous avons étudié votre dossier, il a été confié à un expert du ministère et on accepte votre dossier sous réserve de l'application de l'article 244, ils mettent tout un tas de restrictions derrière parce qu'effectivement, en fait, ils ne valident que les éléments qui sont dans le dossier. Donc, si vous avez omis de mettre des choses dedans, ces choses-là ne seront pas validées. Et aussi, ils communiquent aussi cette information directement à l'URSSAF, parce que comme ça donne droit, dans certains cas, donc pour les JEI, à une exonération URSSAF, l'URSSAF est informée. Et d'ailleurs, je voulais aussi repréciser ça, c'est que pour l'exonération URSSAF pour les JEI, le rescrit n'est pas obligatoire, mais il y a certaines URSSAF dans certains départements qui l'exigent quand même. Donc, moi, de toute façon, je préconise de le faire systématiquement, donc vaut mieux faire le rescrit. Mais en théorie, vous pouvez demander l'exonération URSSAF JEI même sans avoir fait de rescrit. Est-ce que j'ai répondu? Oui, très bien, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors moi, j'ai une petite expérience préalablement à l'Usinry Partners. J'étais en charge aussi d'un centre d'ingénierie, donc j'ai fait des dossiers crédit impôt recherche. Et il nous est arrivé un peu la mésaventure que, comme les règles, elles évoluent régulièrement, chaque année, elles changent, et que nous, on a établi des dossiers avec des règles préalablement qui datent de 4-5 ans, ils avaient parfois un peu tendance à prendre les règles d'aujourd'hui pour appliquer sur des dossiers d'hier. Et je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette problématique. Oui, alors pour le coup, ce n'était pas sur du crédit d'impôt recherche, mais ça m'est déjà arrivé qu'effectivement, en fait, le contrôleur des impôts, lui, il a son BOI là, avec son petit guide sous les yeux, qui est celui qui est en vigueur. Et du coup, ça peut être très intéressant. Et moi, je sais que j'archive toujours les textes de l'année où j'ai fait la déclaration, parce qu'effectivement, il peut y avoir eu des modifications. Et il faut, bon, alors après, on peut les retrouver, parce que maintenant que tout est mis sur Internet, les BOI sont archivés. Mais disons qu'effectivement, c'est tout à fait vrai que les règles peuvent changer et qu'on est obligé, nous, de notre part, de rappeler au contrôleur que la règle a changé et qu'en 2017, ce n'était pas comme ça que ça se calculait. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui, tout à fait. La règle d'or, et même des fois, on leur apprend des choses et aussi on leur apprend à communiquer entre eux parce que parfois, ils ne sont même pas informés qu'il y a déjà eu un contrôle pour la demande de remboursement. Ils ont 0 pièce du dossier. Ils nous redemandent les CV alors qu'on les a déjà donnés les 3 années précédentes. Enfin, c'est un peu fatigant. Et comme vous l'avez précisé, la règle d'or, c'est de tout tracer en fait. Et de faire régulièrement, et pas une fois par an, un point sur le projet. C'est se contraindre tous les 3 mois à faire une mise à jour des projets, une mise à jour des fiches dont vous avez parlé. Pour l'avoir vécu là, pendant 10 ans, c'est la règle d'or et c'est comme ça qu'on s'y retrouve pour les contrôles fiscaux. Ouais. Tout à fait. Et en plus, ça donne une impression positive du dossier.
Quand il se rend compte que voilà, on a bien historisé, que les données sont disponibles et que ce n'est pas du truc qui a été réécrit a posteriori, juste en vue du contrôle. Tout à fait, ça crédibilise toute la démarche. Absolument. Ouais. Ouais. Et ça, ils y sont hyper sensibles, hein, parce qu'en fait, le contrôleur, c'est un humain. Hein, il arrive, il connaît peut-être votre secteur d'activité, mais ce n'est pas du tout sûr. Et en fait, on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Et si vous venez avec un dossier qui est déjà bien balisé, bien avec des petits intercalaires qui vont bien, année N, N-1, N-2, nickel, bon, voilà, ils sont tout contents. Hein, ils vont pas chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Tout à fait. Très bien, merci pour ce retour d'expérience. Y a-t-il d'autres questions dans le chat? Bon, il nous reste encore 5 minutes si vous souhaitez. Si vous souhaitez encore poser vos questions, il est encore temps. Sinon, on va pouvoir conclure. Est-ce que, Monsieur Damiché, vous vouliez ajouter quelque chose sur tout ça? En tout cas, moi, je veux le remercier d'avoir participé parce que ce n'était pas évident. Oui, merci beaucoup. Je vais aussi vous remercier d'avoir pu assister à ce webinaire, parce que ça, malgré tout, quand on reste entreprenant et innovant, on l'est un peu toujours, et que ces démarches-là nous accompagneront. Nous, dans notre cas, on est société de recherche et développement, donc c'est au cœur c'est dans notre ADN. Donc, malgré tout, se tenir informé des dernières évolutions sur le sujet est très important pour nous. Et comme il a été précisé, il faut effectivement noter toutes les choses et avoir un reporting sur le suivi de ce qu'on fait. Et même pour soi-même, parce qu'on peut se perdre des fois dans nos travaux de recherche. Donc, il est bien des fois de revenir un peu à l'essentiel sur les sujets. En tout cas, merci à tous. Merci à vous. Attendez, j'ai une question qui est arrivée entre-temps. Est-ce qu'il faut obligatoirement faire des bénéfices pour bénéficier de ces dispositifs? Ah bah non. En fait, il faut faire des bénéfices pour bénéficier de l'exonération fiscale. Mais sinon, si vous ne faites pas de bénéfices, vous n'avez pas d'exonération fiscale, mais vous bénéficiez quand même de l'exonération URSSAF. Et surtout, si vous ne faites pas de bénéfices, le crédit d'impôt devient remboursable. Si vous êtes une PME, remboursable immédiatement. Et si vous êtes une ETI ou plus gros, remboursable au bout de 3 ans si vous ne faites pas de bénéfices. Donc oui, on peut en bénéficier et c'est du cash qui rentrera dans la société. Oui. Très bien, merci beaucoup pour cette dernière réponse. Est-ce que vous voulez ajouter le mot de la fin? Je vous remercie Anne-Sophie, parce qu'en tant que voisin, on a appris à se connaître et c'est toujours sympathique. Parce que donc, nous, on est localisé à Chalon-sur-Saône, juste à côté de l'usinerie. Très bien, merci à vous tous pour vos participations, pour la qualité de vos présentations. Et donc, j'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes. Donc, si vous souhaitez le revoir ou le partager, il sera disponible prochainement sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous enverrai un mail avec le lien. Je vous informe aussi dès à présent que nous allons organiser une conférence Industrie et Technologie le 8 décembre prochain. Donc, vous pouvez d'ores et déjà noter la date. Ce sera sur les objets connectés. Et d'ici là, si vous avez des questions sur nos événements ou sur notre offre de service, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc, toute l'équipe de l'Usinerie Partners est à votre disposition. Donc, merci encore à nos intervenants et merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci.